Bonjour, je m'appelle Margot Turca, je suis professeure d'art plastique, j'ai 37 ans, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans, je suis la créatrice du compte Instagram Mon Petit AVC et l'autrice du livre Mon Petit AVC qui est publié aux éditions Larousse. Le 17 novembre 2018, j'ai été victime d'un AVC alors que j'avais que 33 ans. Et j'avais aucun facteur de risque puisque je n'avais pas de cholestérol, d'hypertension, de diabète et tous les facteurs de risque connus pour l'AVC. Donc ce matin-là, je me suis éveillée, j'étais très très fatiguée et j'ai mis ça sur le compte d'une hypoglycémie parce que j'avais une sensation de vertige et j'étais pas bien et j'ai pas compris réellement ce qui se passait, donc j'ai laissé un peu traîner les choses pensant que ce malaise allait se dissiper jusqu'à un moment je réalise que en réalité je cochais de plus en plus de symptômes classiques de l'AVC et qu'il fallait que j'appelle les secours. Donc en fait, j'avais un mal de tête, mais il n'était pas très intense, c'était très supportable. J'avais une sensation de vertige généralisée. Je commençais à devenir incohérente, j'arrivais plus à réfléchir. Je perdais progressivement la parole. Mon timbre de voix était devenu très très bas. Je disais des mots dans le désordre, je suis capable que de dire des petits mots. Et je sentais aussi progressivement que le côté droit de mon corps commençait à faiblir. Et donc, au bout d'un moment, j'ai réalisé que comme tous ces symptômes s'installaient, je faisais un AVC parce que je connaissais les signes et j'ai appelé les secours et j'ai eu un souci, c'est qu'en fait, j'ai une mauvaise prise en charge des secours, un problème de régulation du SAMU, comme ça peut exister malheureusement. Ils n'ont pas compris que en réalité, je faisais un AVC, donc on m'a envoyé SOS médecin. Et SOS Médecins n'a aussi pas compris ce qui se passait. Et ils ont mis ça sur le compte d'une migraine avec Cora. Et par chance, avant d'appeler les secours, j'avais appelé mes parents parce que j'étais toute seule avec mon bébé au moment où ça m'est arrivé. Et mon père lui avait compris instantanément car mes parents sont pharmaciens. Et donc, il était arrivé à la maison et il a lourdement insisté auprès du médecin de SOS Médecins pour qu'on me passe une IRM. Et à force d'insistance, il a obtenu gain de cause. J'ai pu être évacuée vers le CHU de Bordeaux pour passer une IRM et le verdict est tombé sans appel. Je faisais réellement un AVC ischémique avec un caillot qui obstrue une artère du cerveau. Et le souci, c'est qu'entre le moment où les premiers symptômes se sont déclarés au réveil vers 8h, 8h30 pour moi, et le moment où j'ai eu les secours, il était 10h. Et ensuite, la prise en charge a été très longue puisque je suis arrivée aux urgences quasiment 2h30 après. Donc, en gros, j'ai perdu 4 heures, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un adulte handicapé avec des séquelles post-AVC. La première, et qui pour moi est la principale, c'est l'aphasie. Donc c'est un trouble du langage associé des fois à un trouble de la parole. Alors moi, en fait, j'ai des gros problèmes pour trouver certains mots. J'ai des troubles de la grammaire, de la conjugaison, de la compréhension. Pour faire simple, par exemple, actuellement, j'ai un gros problème. Ce qui concerne les subjonctifs, ça n'existe pas du tout dans ma tête. Les mots de liaison, je fais des fautes, par exemple, entre le et le la, le un, le une. Vous allez peut-être vous en rendre compte à travers la vidéo. Et voilà, donc ça c'est ma séquelle principale. Après, je souffre d'une apraxie du discours. Donc ça veut dire, ça se voit un peu quand je parle, j'ai une asymétrie de la bouche parce qu'en fait, je n'arrive pas à mobiliser correctement les muscles de mon côté droit, donc les muscles de ma joue, de ma mâchoire, de ma langue, ce qui explique que je suinte un peu et que j'ai cet accent un peu bizarre qui est un accent neurologique post-AVC et le fait aussi que je bégaye. Donc j'ai aussi de la dysarthrie, c'est un trouble articulatoire. Je souffrais d'une hémiparésie droite, donc c'est une faiblesse musculaire généralisée sur un côté du corps, et je ne marchais plus. J'ai réappris à marcher et aujourd'hui, au bout de quasiment 4 ans, elle est corrigée à hauteur de 97%, je crois, donc je remarche sans souci.
Je souffre aussi d'une immense fatigabilité post-AVC. Par exemple, tous les après-midi, je suis obligée de dormir 2 heures pour pouvoir être capable de redémarrer après mes activités de la matinée qui peuvent m'avoir fatiguée. Je souffre de douleurs neuropathiques au pied droit. Donc c'est une sensation d'avoir le pied pris dans un étau, d'avoir des flambées, d'avoir les orteils ligotés entre eux, qu'on me passe des aiguilles sous les ongles du pied, de marcher sur du verre pilé, d'avoir des fourmis, des engourdissements. Et ça, en fait, c'est un message qu'envoie mon cerveau, un message totalement biaisé, puisqu'il n'y a aucune raison que j'y mal, puisque je fais rien pour me faire mal. Et donc c'est ça le principe de la douleur neuropathique. Et je souffre de troubles cognitifs associés, donc j'ai un peu tendance à me perdre facilement. Je suis désorganisée, j'ai du mal à organiser des tâches, à planifier, à anticiper. Par exemple, la notion de temps n'existe pas dans ma tête. On peut me donner une date et je ne la comprends pas. Donc je suis obligée de regarder en permanence un calendrier, d'avoir un planning pour m'aider. Donc, j'ai été aidée en centre de rééducation. J'ai été hospitalisée pendant quasiment 6 mois en centre de rééducation. J'ai fait de l'orthophonie, de la kinésithérapie, psychomotricité, neuropsychologie, de la balnéo pour m'aider au quotidien. Et j'ai aussi un suivi psychiatrique post-AVC parce qu'on conseille d'être suivi après ce type d'accident. C'est d'avoir le soutien sans faille de ma famille, de mes parents, de mes frères et sœurs et de mon conjoint qui est donc devenu à 35 ans mon aidant. Donc je l'appelle le barbu dans mon livre. Et c'est vrai que d'avoir ce soutien familial et ce noyau autour de moi, forcément, ça m'a aidé. Et au quotidien, ce qui m'aide, c'est de me challenger et de faire des choses que j'aurais pas fait d'habitude. Donc, par exemple, quand je suis rentrée au CNED, j'ai fait ce qu'on appelle de l'occupation thérapeutique à la fin de mon congé de longue maladie. Et on m'envoie des copies que je corrige à la maison. Mais moi, j'avais par exemple demandé que des copies internet. Et en fait, j'ai eu un jour un paquet de copies papier alors que j'avais beaucoup de mal à écrire. Et au lieu de le refuser en bloc et de dire non, non, je le fais pas parce que je ne suis pas capable, j'ai dit je veux bien le faire, mais il faut m'en envoyer moins. Et comme ça me sert de rééducation d'une certaine manière. Et donc voilà, donc j'essaye de faire des choses que je ferais pas au quotidien et de repousser mes limites. Donc là, par exemple, cette année, mon objectif, c'est de pouvoir suivre mon petit garçon qui fait du skateboard en club. Donc, ben, je suis licenciée aussi au club de skateboard et je crois qu'on est 4 femmes et je suis la seule handicapée. Et voilà, je travaille par exemple mon apraxie avec mon moniteur de skate qui m'apprend à dépasser mes limites. Mes limites actuellement, c'est une consigne qui doit faire 2 étapes. Et donc lui, progressivement, il essaye de m'expliquer les choses en rajoutant des étapes. Alors des fois, il s'emballe et puis on part sur 5, 6 étapes à faire. Mais voilà, j'essaye de me challenger pour avancer. Et je l'ai toujours fait en fait dès que j'étais en soins intensifs, comme je savais que j'avais des troubles du langage, de la compréhension. J'écoutais beaucoup de podcasts, je regardais des documentaires en replay sur Arte. Comme j'avais beaucoup de mal à lire, je me forçais à le lire. Euh, voilà, et puis je m'astreignais comme ça à des auto-rééducations quotidiennes en dehors de ma rééducation propre. Et ça passait par des moyens qui n'étaient pas forcément exploités par mes soignants. Et tous les jours, j'essaye comme ça de faire des choses qui vont me permettre de me dépasser intellectuellement ou physiquement pour pas rester bloquée au stade où je suis, enfin, où je devrais être si je faisais des choses toute seule. Si jamais vous avez la lucidité de vous dire je fais un AVC et que vous devez appeler les secours, ça on me l'a appris après, j'aurais bien aimé le savoir à ce moment-là. Ne jamais dire je fais un malaise.
Parce qu'un faire un malaise, c'est beaucoup trop vague. Ça peut être un malaise vagal, un malaise hypoglycémique. Et du coup, ça n'oriente pas les secours vers la pathologie. Donc, en fait, il faut dire, faut faire la liste des symptômes, expliquer à partir de quelle heure on a commencé à les ressentir, et voilà, et faire un détail très précis. Si vous êtes tout seul et vous en êtes capable, il faut le faire. Si vous êtes avec quelqu'un qui est avec vous, il faut que cette personne ait ce réflexe-là. Donc, voilà, c'est des choses qu'on devrait enseigner en fait pour que les gens comprennent comment vraiment orienter les secours. Euh, Aussi, si vous êtes tout seul comme moi, et que vous avez la possibilité de le faire, déverrouiller votre porte d'entrée pour que les secours puissent arriver le plus vite possible et pas perdre du temps à déverrouiller la porte. Et peut-être apprendre aussi à vos enfants à composer les numéros d'urgence pour vous aider. Mais ça, c'est un truc qu'on devrait enseigner très vite aux enfants et expliquer, leur dire, apprendre, dire leur nom, leur adresse, et être capable comme ça de prévenir. Ça devrait être dans un plan de formation de premiers secours. Voilà. Mais en fait, c'est un conseil qui serait généralisé à l'ensemble de la population française, ça. Mais après, un conseil particulier aux personnes qui vivent un AVC, c'est surtout de jamais perdre d'espoir, de pas penser qu'il y a enfin, des standards de palier à coller. C'est-à-dire que quand on fait des recherches AVC, souvent on lit, dans les premières semaines, il se passe ça, à 3 mois, il doit se passer ça, à 6 mois, il doit se passer ça. Non, c'est pas vrai. En fait, chaque patient est différent et chacun avance à sa manière. Il n'y a pas de rééducation type. Et en fait, c'est une adaptation que les soignants vont faire pour faire progresser au maximum. Et moi, je le sais quand je suis très fatiguée ou que je fais 1000 trucs en même temps, comme par exemple, je faisais mon occupation thérapeutique au CNED, mais que j'écrivais le livre en même temps et que je menais ma rééducation de front, ben, je sais que je suis descendue d'un palier en orthophonie et mon orthophoniste me l'a dit. Mais c'est pas grave parce qu'en réalité, quelques semaines après, j'ai réussi à le repasser, ce palier-là. Alors en réalité, il faut pas, il faut pas croire tout ce qu'on peut lire sur l'AVC. Il faut se faire confiance à soi-même et surtout jamais perdre d'espoir parce que moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'avec l'AVC, on peut pas tomber plus bas. Donc en fait, on peut que remonter, ça peut que s'améliorer. Donc il faut croire en soi, il faut croire au travail des soignants et il faut vraiment garder. J'ai créé le compte Instagram Mon Petit AVC en février 2019 parce que j'étais toujours hospitalisée, donc depuis novembre 2018, et que à l'époque, mon petit garçon, il avait 16 mois. Et je voulais lui expliquer pourquoi sa maman a été partie comme ça du jour au lendemain de la maison et que je le voyais que les week-ends et je voulais lui laisser une trace. Donc comme je pouvais pas bien écrire, je me suis dit je vais le dessiner. Donc je dessinais, j'agrémentais de petites phrases pour expliquer et je m'étais dit il aura la version papier, ce sera pour lui. Et en parallèle de ça, je l'ai publié sur Instagram pour mes amis, pour mes proches qui me posent des questions pour qu'ils comprennent ce que je vis. Et en fait, de fil en aiguille, ça a commencé à prendre de l'ampleur parce que je me suis rendu compte que il n'existait rien pour l'AVC sur les jeunes qui était accessible. Et quand on cherchait des ressources sur l'AVC, c'était souvent pour des personnes qui étaient plus âgées et qui correspondaient pas à la tranche d'âge que j'avais, c'est-à-dire on sait qu'en France, il y a à peu près 15 000 AVC chez les jeunes, donc à peu près de 18 à 45 ans. Et donc, on est quand même 15 000 personnes et en fait, il n'existe pas de ressources. Et finalement, je suis devenue une ressource pour les gens parce que je me suis beaucoup documentée, je me suis rapprochée d'associations. Par exemple, j'échange très régulièrement avec le président de la FNAF, qui est la Fédération nationale des aphasiques de France, Jean-Dominique Journet, qui m'aide beaucoup à faire parler de l'aphasie. Et j'essaye comme ça d'expliquer ce que c'est d'avoir un AVC quand on est dans la trentaine et qu'on se trouve handicapé et qu'on doit reconfigurer toute sa vie. Et l'objectif premier du compte, c'était vraiment que ça reste dans un cercle fermé, mais finalement, ça a pris de l'ampleur. Et en octobre 2020, j'ai été débusquée par Larousse qui m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux en disant, voilà, nous, on aime votre travail, on va en faire un livre. Et ben moi, ça me
convenait tout à fait que ce soit Larousse qui fasse ce boulot-là, parce que Larousse fait beaucoup de livres de pédagogie, je savais que ce serait bien fait. Mais de mon côté, j'ai jamais eu la prétention d'imaginer que ça pouvait être une BD, donc j'avais jamais démarché d'éditeur. Voilà, je pensais que c'était quelque chose qui restait un peu confidentiel. Mais finalement, ça a trouvé son public et je suis contente aujourd'hui des retours que je reçois quand on me dit que ça aide vraiment les personnes qui ont eu un AVC à comprendre ce qui se passe et ça aide leur famille, leurs aidants, leurs proches. Donc, je suis contente finalement ce travail a porté ses fruits. Oui, moi j'en ai pas une. Moi j'ai ce qu'on appelle un AVC ischémique qui est dû à un FOP, c'est une pathologie cardiaque, c'est une malformation cardiaque congénitale, un trou dans le cœur qui a laissé passer un caillot qui est remonté dans mon cerveau et voilà. Pourquoi je connais les MAV? Eh ben, tout simplement parce que un des membres de ma famille a été touché alors qu'il était très jeune. Et voilà, j'ai découvert cette pathologie comme ça. Donc il avait toujours été porteur de cette MAV depuis l'enfance. Il souffrait de migraines et on pensait juste que c'était des migraines jusqu'au jour où ça a pété. Et voilà. Et donc je connais assez bien le sujet puisque j'y ai été confrontée par ma famille. Et je pense qu'il faut faire exactement ce que fait Neuromav, quoi, en parler. Parce que quand c'est arrivé dans ma famille, nous, ça a été vraiment la grande inconnue, avec une peur terrible que ça, du futur, en fait, ce qui allait se passer. Moi, je sais que je referai plus jamais d'AVC, je suis suivie, mais pour cette personne qui est porteuse de MAV, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et voilà, je pense que c'est essentiel d'en parler parce que n'importe qui peut être touché puisque c'est une malformation congénitale et que souvent les gens le découvrent quand ça pète. Et du coup, il faut aider ces patients, leurs familles, leurs amis à comprendre ce qu'est cette maladie, ce qu'elle implique au quotidien, les séquelles qu'elle laisse au quotidien. Et voilà, et je pense que ça aurait été très utile. Nous, on découvre ça quand mon proche a été concerné par cette malformation. Le dernier message que je voudrais faire passer, c'est surtout qu'il faut garder espoir, parce que moi, je sais que pour le membre de ma famille qui a été enfin, qui est porteur d'une MAV, il a subi une première opération et on lui avait dit on peut pas faire plus d'embolisation, c'est pas possible, on n'a pas le matériel adapté. Et 5 ans après, il a resubi une nouvelle opération parce que la technologie avait évolué, donc ça pouvait avancer. Donc moi, je pense qu'il est important de garder espoir. Il faut entourer les personnes qui ont subi un handicap par une MAV, par un AVC, parce qu'en fait, ça détruit le quotidien. Il faut être là pour les aider pour la vie quotidienne, mais après aussi pour gérer tout l'à côté. Parce que quand on tombe dans le monde du handicap, on tombe aussi dans une espèce de tourbillon de marasme administratif insoluble, avec des milliers de papiers à faire. Et ça, c'est vraiment bien quand il y a quelqu'un qui peut prendre en charge cette partie-là. Parce que bon, moi, j'ai voulu le faire toute seule parce que je disais à mon conjoint, si tu fais toujours pour moi, je pourrai jamais réapprendre à le faire. Mais je sais aujourd'hui que c'était une erreur. Je me suis littéralement épuisée à faire un truc sur lequel on aurait pu m'assister. Et je pense voilà que le gros message il faut dire c'est il faut entourer la personne, être là pour l'assister sur ce dont elle a besoin. Il ne faut pas être trop envahissant non plus, mais voilà, pouvoir l'aider sur les choses dont il a besoin au quotidien pour que justement il ne soit pas épuisé, qu'il ne soit pas stressé, qu'il puisse avoir des temps de repos parce que c'est tout ça, ce sont des maladies qui épuisent physiquement et psychologiquement. Et si on peut enlever un peu de ce qu'il est comme ça hyper stressant, c'est c'est important. Et aussi se rapprocher peut-être d'associations pour se faire aider, pour se faire conseiller, rencontrer d'autres personnes, ils ont cette pathologie, pour pouvoir en discuter.
Et moi, c'est vrai que c'est par les biais des réseaux sociaux que j'ai rencontré d'autres personnes. Et finalement, ça m'a été utile parce que je me suis rendu compte qu'on avançait chacun à notre façon et que on s'entraidait d'une certaine manière par l'échange de témoignages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. À bientôt!